Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. Sujet sensible en perspective, chers amis libéraux. Aujourd'hui, on évoque une question à la fois sociale, politique, historique et sportive. On va parler double nationalité et football africain. Le culture foot du jour veut une réponse claire. Les binationaux constituent-ils une chance pour le football africain, oui ou non? C'est Johan et Gilles Christ qui vont avoir la tâche de répondre à cette question, accompagné d'une première pour Jonathan qui nous accompagne sur ce sujet. Merci d'être avec nous, Jonathan, avec les libéraux que tu connais bien. On t'apprécie énormément et c'était un plaisir pour nous que tu sois avec nous sur ce sujet qui te tient particulièrement à cœur. Plaisir partagé, ouais, effectivement, c'est un sujet extrêmement complexe qui est trop peu parlé, je pense, dans les médias en général et qui est pourtant extrêmement complexe pour les équipes nationales, que ce soit, on va dire, d'Occident en Europe ou bien surtout en Afrique où ça touche tout particulièrement, quoi. Alors oui, on va s'intéresser plus particulièrement à la double nationalité en Afrique, mais c'est un débat que les Kosovars, j'allais dire Suisses, se sont posés. Le cas aussi avec les Albanais, bien sûr, Rakitic aussi, qui a échappé entre guillemets au filet suisse. Donc même à l'époque de l'ex-Yougoslavie aussi. Ça va au-delà de l'Afrique, effectivement. Mais comme on vous a proposé déjà plusieurs podcasts ces derniers temps sur la question, sur des sujets africains, on s'est dit que est-ce que les victoires ou les défaites africaines avaient un lien de cause à effet avec la binationalité dans le football? Alors la double nationalité dans le football permet aux joueurs qui en sont détenteurs de pouvoir choisir, dans certaines conditions réglementées évidemment, la sélection nationale dont ils vont défendre les couleurs en compétition. Jonathan, je te donne la parole pour commencer. Cette question de législation a évolué énormément à travers le temps. Ouais, il y a eu plusieurs législations. En fait, il y en avait une donc dans les. En fait, il faut revenir. La genèse de tout ça, c'est le cas, par exemple, d'Alfredo Di Stefano, qu'on connaît tous, légende du Real Madrid, mais qui a joué pour 3 sélections nationales. Ça, peu de gens le savent. Il a commencé donc avec l'Argentine, puis après, il a eu 2 sélections avec la Colombie. Qui n'ont pas été comptabilisés par la FIFA, mais qui comptent quand même. Exactement, qui ont eu le mérite d'exister. Et puis, en s'installant après en Espagne, au Real Madrid, donc là où il a fait sa légende, il a donc joué pour l'équipe nationale d'Espagne, où il compte de nombreuses sélections. Vas-y. Non, j'allais dire, il y a Laszlo Kubala aussi, qui a joué pour la Tchécoslovaquie, pour la Hongrie et pour l'Espagne. C'est ça. Il y a aussi le joueur brésilien. Non, il y a aussi le joueur brésilien José Alfatini. Alfatini qui a joué pour le Brésil et puis pour l'Italie également. Ouais. En Coupe du Monde d'ailleurs. En Coupe du Monde, oui, exactement. Puis il y a le cas aussi très connu de Alcides Eduardo Gaga qui est mort il y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un des footballeurs les plus marquants de l'histoire de l'Uruguay, puisqu'il a fait partie, il a marqué lors de la fameuse finale de la Coupe du Monde où il a marqué 1950, oui. Voilà, c'est ça, on appelle le désastre du Maracana, c'est ça. Et il a joué aussi pour l'Italie. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a changé au cours du temps. Donc dans les années 60, ils ont été beaucoup plus drastiques, la FIFA en tout cas a été beaucoup plus drastique sur ces questions-là. C'est ça. À partir de 1964 où ils ont dit qu'effectivement il fallait éviter que quand vous jouez pour une sélection nationale, ce sera votre unique sélection nationale pour éviter justement ces dérives qu'il y a pu avoir dans les années au début des années 60. C'est ça, absolument. Et ça a été un peu allégé dans les années 90 et après donc il y a le premier décret marquant en 2003. Reda, je sais pas si tu veux en parler ou tu. Alors oui, c'est celui. Déjà encore une fois, ça va être très important de parler de ce décret parce que on va tout de suite sentir l'influence de la fédération algérienne, algérienne, parce que le premier cas historique d'un joueur qui a été entre guillemets formé ou qui a porté les couleurs d'une sélection nationale, en l'occurrence la France, Antar Yahya a joué pour l'Algérie assez rapidement. La législation a été changée, j'allais dire pour lui, mais en tout cas, c'est le premier cas. Ouais, c'est celui qui en a bénéficié en premier. Après, il y a aussi une série de joueurs. À quelques jours de ses 22 ans en plus, donc ça s'est fait de manière très ric-rac. Exactement, parce que c'est vrai. Avant, c'était avant 21 ans. Exactement. C'est ça. Qu'il fallait avoir 21 ans révolus, c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, après, ça a ouvert le cas pour d'autres joueurs par la suite. Par exemple, ça a été le cas des Frédéric Kanouté, qui a pu jouer pour le Mali notamment. Et d'autres joueurs qui ont pu bénéficier donc de cette double nationalité. Mais c'est vrai que l'Algérie a beaucoup œuvré. Donc justement dans une période où il y avait des vaches maigres, pour ne pas dire autre chose, dans le football algérien en termes de performance sportive.
Et il fallait donc renouveler, on va dire, relancer donc la machine algérienne, et ça, il a cru bon donc se tourner vers des joueurs qui viennent donc de la formation française, qui ont joué en U18 ou chez les espoirs avec l'équipe de France, pour venir jouer en sélection nationale avec l'Algérie, le pays d'origine. L'Algérie d'ailleurs, qui en 2009, encore une fois, avec l'influence de Roy, son président de la fédération, qui a changé la règle des 21 ans pour permettre notamment à Mourad Meghni, à Sanyabda, Jamal Abdoun de jouer pour l'Algérie. Donc ça veut dire qu'on a cassé aussi 2009, les 21 ans, c'est un décret, effectivement, qui a cassé l'âge limite des 21 ans. Alors là, tu l'as mentionné, Gilles Christ, la vérité, c'est que tout ça est né de quelque chose de très fort. C'est la différence de développement entre les infrastructures africaines et européennes. Et donc, à un moment donné, quand vous êtes un président de fédération et que vous voulez des résultats tout de suite, vous allez chercher ceux qui sont bons tout de suite. Bien sûr, oui. Bah après, ça se résulte aussi par le fait que justement ces binationaux en général qui font débat, ce sont des personnes qui ont été formées en Europe. Donc pour le coup, justement, quand t'es président d'une fédération africaine de football, forcément tu te focalises vers l'Europe, parce que l'Europe c'est la terre où génère justement le plus de passion dans le football, justement du point de vue infrastructure, du point de vue bien sûr économique. Donc on se dit voilà, faut prendre exemple sur l'Europe, quitte à entre guillemets voler les joueurs qui sont en Europe pour les faire venir chez nous, on va pas hésiter. Et c'est ce que le président de la fédération algérienne a effectué. Ouais. Et il le dit fièrement en plus, dans une interview, il avait été interrogé, il en parle après la qualification d'Algérie pour la Coupe du Monde 2010. Il avait dit dans une interview que effectivement c'était sa fierté, que c'était son équipe. L'équipe du Mondial 2010. Il dit qu'il était allé démarcher d'abord Kamel Meriem, puis Brahim Mdani qui jouait à l'OM, puis Mohamed Madouni du Borussia Dortmund. Exact. Et tous ces joueurs-là étaient frileux. Et puis après, ils ont mis carrément une politique de démarcheurs qui sont très actifs et qui sont associés aux fédérations pour aller justement chercher ces joueurs-là en France. C'est ça. On a l'impression que c'était du commerce agressif, en fait. Voilà, c'est une démarche commerciale, oui. C'est ça, comme les clubs font, mais simplement c'est avec l'équipe nationale. Et donc, mais c'est un peu pour vulgariser un petit peu la chose, c'est plus un petit peu comme les VRP en fait. C'est voilà, on frappe à chaque porte. Oui, voilà, on a vu que vous étiez double nationalité. Est-ce que ça vous intéresserait de jouer avec nous? Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de joueurs qui sont d'origine européenne, enfin qui sont européens plutôt, qui sont nés en Europe et qui sont d'origine justement subsaharienne ou bien d'Afrique du Nord, qui ont encore ce rôle-là. L'exemple que je peux vous donner aujourd'hui, c'est Cédric Bakambu. Cédric Bakambu aujourd'hui avec la RDC, c'est vraiment entre guillemets le VRP de la sélection de la RDC, en plus de Aziz Makoukoula qui joue le rôle de responsable technique justement de la sélection. C'est ce qu'ils font en fait. Ils approchent pas mal de joueurs en Europe. Le dernier l'exemple le plus frappant qu'il y a eu à la RDC avec Cédric Bakambu, c'est Gaël Kakuta. Gaël Kakuta justement qui a été incité par Cédric Bakambu de pouvoir jouer avec la sélection des Léopards. Alors moi j'aimerais avancer un autre argument entre guillemets, c'est que le haut niveau aujourd'hui, en tout cas le football de très haut niveau, ne s'apprend plus dans la rue. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, ça va être la qualité des encadrements, des infrastructures, tout ce qu'il y a autour du toucher de balle au pied. Et là, pour le coup, il y a une véritable différence. On va pas revenir sur ce qu'on vient de dire, on va pas se répéter, mais ce que je veux dire, c'est que on arrive à un moment, on aura l'occasion pendant le reste du podcast de critiquer cet état des lieux, mais on peut pas faire autrement. Concrètement, tu parlais de VRP, Jonathan. Moi, je me rappelle d'un sélectionneur suisse qui a entraîné la Gambie, qui disait: je faisais le tour de l'Europe pour aller trouver des gens qui ont un parent ou un oncle gambien pour les faire ramener. Parce que dans mon pays, enfin pas dans son pays parce qu'il est pas gambien, mais dans le pays où j'exerce mes fonctions, j'ai pas de joueur capable de m'apporter un plus, ne serait-ce que pour se qualifier en CAN. Donc quand on est dans cette situation-là et qu'on est obligé d'avoir des résultats à court terme, il n'y a pas d'autre solution. Parfois on n'a pas le choix. À court terme, la Gambie est qui? Pardon pour dire que oui, j'ai besoin de résultats à court terme. C'est la première des choses. Non mais pourquoi les personnes parce que jusqu'à présent ça s'est pas passé. Donc pour devenir quelqu'un, peut-être que c'est la solution qu'il faut mettre en place. Mais justement, quand on a une idée justement de créer de la valeur ajoutée et de se dire tiens, on a envie d'atteindre un objectif. Le premier objectif qu'il faut avoir, c'est une démarche de formation. La formation qu'il y a justement donc sur place. Et quand on initie ce type de démarche, on espère avoir des résultats. Genre, on va me dire que le président de la Guinée, il voudra se qualifier pour la CAN, alors qu'une CAN à 16, mais arrêtez, s'il vous plaît. Non, il faudrait que cette personne soit sérieuse et que, voilà, qu'on arrive justement à avoir déjà une pensée qui soit bien plus précise que ça. Là, c'est l'exemple de la Gambie qui est le premier. Mais après, il y aura je vais donner un autre exemple qui te touche plus, mais par exemple, il y a le cas du Togo.
le cas du Togo qui était très cher, Gilles Ah, Christ. oula, oui. Le Togo, Ah, là, je vais enchaîner, avant la là. Coupe du Monde 2006 et ce qui se passe entre 2003 et 2006, il y a eu quelques Brésiliens qui ont inventé des origines togolaises. Mais franchement, c'est vrai que cette période entre 2002 et 2004 a été une période qui a été néfaste pour le football togolais. Et je suis très bien placé pour en parler. Effectivement, mais avec ces Brésiliens qui sont sortis de je ne sais où. Ah là, les Brésiliens, c'est même pas de série C, de série D, même de série X, Y, tu vois. Des exemples parce que de tête, j'en ai pas Je du connais tout. pas les noms, mais en Ouais, tout cas, tu sors Il y en a 4 ou 5. Il y a des Togolais qui sont Ouais. des Brésiliens qui sont arrivés. Oui, on est Togolais. entre 2002 et 2003, non, mais voilà, Entre qui les ont 4 ou été 5, ouais. naturalisés, qui ont été sauvagement en plus, et qui justement, souviens-toi, toi le monégasque, Oui. du péril rouge de Deschamps, quand Evra donc parle avec Adebayor, il le charrie un peu sur les Brésiliens, oui, effectivement. oui, Souviens-toi. oui, Et il parle de cette, voilà, de ces Exactement, ouais, joueurs-là, ouais, effectivement. exactement. Ouais, j'avais complètement oublié, ouais, Exactement. Et donc, du coup, ça a été un échec. On n'est pas allé en Tunisie pour la CAN 2004. 2004, ouais, Les exactement. Tunisiens qui avaient ces Brésiliens. Mais Mais eux, c'est dans pas leur pareil. effectif. Parce que eux, c'est pas pareil parce que ces joueurs-là, justement, avaient déjà un passé avec la Tunisie. C'est Dans le ça. sens où ils sont mariés avec une Tunisienne ou voilà. C'est ça, effectivement. Ils ont évolué dans le championnat tunisien. Même si c'est vrai que la Tunisie a souvent été charriée à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Leur dire, en disant que notamment Francis ils ont eu Dos besoin des Santos, Brésiliens pour gagner la CAN. La CAN. Notamment un certain Santos. Ouais. Et José Clayton notamment. Mais voilà, mais après on n'est pas allé le Togo à la CAN 2004, on a renvoyé ces Brésiliens. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le Togo est allé au Mondial 2006, Ouais, c'est ça, chose Stephen qui n'a été Keshi. voilà, avec Stephen Keshi, Le effectivement regretté, avec des joueurs voilà du Serail C'est ça. qui n'ont pas rigolé justement notamment avec les Sénégalais qui s'en souviennent très bien. Ouais. Et l'idée, en fait, encore une fois, avant d'aller un peu plus loin, mais l'idée, c'est quoi? C'est d'aller récupérer ceux qui n'ont pas de niveau pour les équipes africaines, pour les équipes européennes, pardon. C'est ça l'idée. Ça veut dire qu'on va chercher des joueurs qui ont un certain talent, mais qui ont déjà rayé dans leur objectif de carrière de jouer un jour pour l'équipe de France ou des Pays-Bas ou. Le problème, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, c'est que c'est une vision qui est extrêmement court-termiste. On ne travaille plus la formation, on ne travaille plus la spécificité d'une équipe. Et le problème, c'est que, pour entrer effectivement un peu plus dans le cœur du sujet, on sait que les locaux, en tout cas de ces pays maghrébins ou africains en général, ont de plus en plus de mal à se retrouver dans ces pays-là. Parce que chaque pays, à l'époque des années 80, 90, 2000, même pas 2000, plutôt des années 80, 90, avait leur spécificité. Le Nigeria avait cette espèce de côté un peu avec Okocha, Taribo West, des joueurs techniques, etc. Voilà. Ouais, bien sûr. L'Algérie avait ce côté extrêmement technique à l'époque, Mustapha Deleb, Madjer. Des artistes, oui. Voilà, des artistes vraiment balle au pied. Beloumi Assad. Voilà, Beloumi Assad, exactement. On va dire que chaque pays avait sa spécificité. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Quand on regarde la CAN, ce sont des jeux extrêmement stéréotypés, très formés un peu à l'européenne. Comme la CAN 2019, ça a été un désastre. Voilà. C'est du mauvais football européen. C'est du mauvais football. Exactement, mais c'est ça en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que ça ne joue pas en la faveur des sélections nationales parce qu'aujourd'hui, clairement, dans leur développement, tout simplement, ils n'arrivent pas à se développer, ils n'arrivent pas à trouver des jeunes talents parce que il y avait toute l'affaire en Algérie sur Nabil Fekir et beaucoup d'Algériens se sont dit mais attendez, il y a 30 millions d'Algériens, on va dire qu'il n'y en a pas un qui pourrait jouer comme Nabil Fekir. Bien sûr. Donc c'est tout ce ramdam qu'il y a eu autour de ça. Il y a aussi effectivement même les championnats nationaux qui sont touchés par ça parce que les locaux de toute façon maintenant leur objectif c'est juste de partir le plus rapidement possible en Europe. C'est ça la solution. Bref, voir au Proche-Orient. Voilà, c'est ça dans les pays du Golfe. Bien sûr. Exactement. Et donc le problème c'est que aujourd'hui les nations africaines sont en perte de vitesse clairement parce que tout simplement elles ne forment plus aucun joueur. Ouais, et honnêtement, quand je vois ce que Sadio Mané et puis Mohamed Salah font, moi ça me met un petit peu du baume au cœur parce que honnêtement là aujourd'hui la plupart des stars des sélections nationales justement des sélections nationales africaines ce sont soit des binationaux, soit des personnes pour la plupart c'est des binationaux. Mais c'est ça qui est regrettable en fait. C'est regrettable pourquoi? Regardez par exemple l'exemple qui va peut-être faire mal à certains de nos amis congolais. Ils ont une équipe qui a fait de bonnes performances peut-être dans les CAN 2015 et qui ont fait le Chan en 2016. Ce sont des joueurs mais qui ont gagné au Rwanda en plus, effectivement. Donc ils auraient pu construire une base en fait avec comme ont fait les Égyptiens dans les années 2000 pour justement bâtir une hégémonie. Et puis même avec l'avènement du tout puissant Mazembe à la fin des années 2000, on est bien d'accord. Ça aurait pu être une base solide.
Comme l'Égypte a fait avec Al-Ahli. Exactement. Exactement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller chercher des joueurs. Cédric Bakambu. Bakambu qui découvre la RDC pour la première fois de sa vie à la première convocation. Alors, mais je respecte Cédric Non, c'est Bakambu, pas la question, honnêtement, c'est pour pas ce la- qu'il fait. Honnêtement, pour ce qu'il fait. On viendra sur cette question parce que c'est compliqué, mais on sent vraiment qu'il est pas une critique. impliqué, Qu'il est qu'il est vraiment investi. Libre dans à l'émission. lui. Mais le problème de ces joueurs, c'est où est-ce qu'ils se placent. C'est ça. Parce que le Exactement. problème, c'est que même pour eux, d'un point de vue identitaire, ils sont un peu étrangers partout. C'est Ils ça. sont étrangers en RDC, ils sont étrangers en France. France, Et le mais problème, oui. c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème identitaire Exactement. pour les supporters et pour les joueurs. Et peu importe le choix qu'ils font, il y aura toujours des doutes sur leur décision. C'est sûr. C'est le débat dans lequel j'allais vous amener tout de Oui, suite. bien En fait, sûr. c'est la différence entre le pragmatisme et le sentimentalisme. C'est ça. Un joueur qui est d'origine africaine et qui va jouer pour l'équipe de France, il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui dit C'est ça. il est là que pour les performances sportives. Exactement. Bah, Pourquoi? Parce que les grands joueurs d'origine africaine qui ont joué pour la France notamment, on s'est jamais posé la question de savoir si un jour ils allaient jouer pour l'équipe de leur pays d'origine. Exactement. On s'est jamais posé la question pour Patrick Vieira. On s'est jamais posé la question pour Zinedine Zidane. Bah oui. On s'est jamais posé la question pour Benzema. Pourquoi? Parce que pour que ces gens-là au talent extraordinaire et une carrière extraordinaire, il fallait qu'ils jouent pour une sélection à leur niveau. C'est ça, exactement. Est-ce que ces joueurs-là qui choisissent la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, on va rentrer dans une question sociale, éviter tant bien que Normal. mal, Non, mais mais de toute façon, c'est normal. c'est obligatoire. Mais ce que je veux dire, c'est que Social, politique, c'est normal. Hein. il arrivera toujours un moment où on se dira ces joueurs-là qui ont fait le choix de jouer, de porter les couleurs d'une sélection européenne, le font pour des raisons pas patriotiques. En Ah, fait, bien sûr. Bien sûr. il y a eu 3 générations. Moi, je me permets par exemple les Algériens. Mhm. Il y a eu la première génération. Effectivement, on avait des joueurs comme Mustapha Daleb dans les années 70 Ouais. qui sont nés en Algérie, qui ont été ensuite en France, après Bien ils sont sûr. revenus en Algérie et après Mustapha Gentil. Daleb est revenu en France au Paris Saint-Germain. Il Bien est sûr. devenu une des légendes du club. Et lui, sachant que c'était avant l'arrêt Bosman, Ouais. donc il était considéré comme étranger et il voulait absolument garder ce statut d'étranger. C'est ça. Et Il a donc- refusé de devenir français. Voilà, c'est ça. Donc ça mettait même en Gloire à péril lui. son club, le PSG. Parce qu'il pouvait pas recruter donc d'autres étrangers, mais lui il tenait à ça parce qu'il est né en Algérie, donc il tenait à son pays. Ensuite il y a eu la deuxième génération de joueurs comme Zidane, et Zidane en fait ou Sabri Lamouchi, ce genre de joueurs qui ont été effectivement eux plutôt dans la génération de l'intégration où C'est ça. les parents Exactement. justement ils ont sont dit d'intégrer le pays, la France. Zidane ses parents ont refusé qu'il apprenne par exemple l'arabe ou le kabyle, ses origines, et vraiment de parler français. Et donc c'est pour ça que identitairement ils se sont français parce qu'il a toujours été Bien baigné sûr. là-dedans. Et il y a cette troisième génération de jeunes qui sont nés dans les années... Notre génération. Notre génération, Notre voilà, génération, qui bien ont grandi plutôt en cité ou dans les alentours, où effectivement il y a le communautarisme qui s'est de plus en plus développé. Exactement. Et donc c'est des joueurs comme Benzema, comme Fekir, Ben Arfa, Nasri. ou effectivement Nasri, voilà. Et effectivement on a eu maintenant ce retour, enfin en tout cas pour certains, eu ces envies de retour dans les pays nationaux, par rapport aux parents où justement eux ont un discours qui est beaucoup plus nostalgique Exactement. sur la période, et donc en gros c'est beaucoup plus au nom de leurs parents, de leurs grands-parents, Exactement. plus vraiment de décisions personnelles. Donc ça. c'est pour ça que là ça devient hyper complexe. Donc on sait pas vraiment, c'est à partir de notre génération vraiment où on se pose ces questions-là de savoir si est-ce que les joueurs sont là pour les performances sportives Exact. ou est-ce qu'elles sont là pour le patriotisme. Et le problème c'est que les supporters voient la frontière s'amincir C'est entre ça. le Le club. clubisme et l'équipe C'est ça, tout à nationale, fait. alors que Mais- ça ne devrait pas exister. Mais après ça s'explique aussi pourquoi. Parce que cette génération-là, notre génération, la génération des années 90, nous sommes nés en France. Nous avons vécu justement, contrairement à nos parents, nous on est nés ici. Parce que nos parents, ils sont venus ici en fait. Ils sont venus C'est ça, ici. ils sont venus. Ils ont dû s'intégrer, etc. Nous, on était pleinement français. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour la plupart, justement, des parents d'origine africaine, il y a cette fibre affective africaine, justement, du point de vue culturel, du point de vue social aussi, ils ont fait en sorte, justement, qu'on ne la perde pas. Et par rapport à ça, justement, vous avez beaucoup de joueurs qui se posent des questions. Justement, après, voilà, voilà, c'est un peu politique que je vais dire. C'est que compte tenu, justement, des problèmes de racisme qu'il peut y avoir en France, il y a forcément des joueurs qui se posent la question. Attends, il vaut mieux que je joue pour une équipe, justement, pour l'équipe qui représente mes parents, ou bien pour un pays. Certains l'ont dit, Habib Belaïd notamment l'a dit, Habib Belaïd qui est d'origine et algérienne et tunisienne l'a dit. Est-ce que je me pose la question, est-ce que je vais jouer pour le pays de mes parents
ou bien je vais jouer pour un pays qui ne m'aime pas. C'est ce qu'Habib Belaïd a dit. Et malheureusement, vous avez beaucoup de joueurs qui tombent dans cette réflexion-là. Et justement, c'est pour ça qu'on a lieu justement à pas mal de débats, pas mal de polémiques liées à la double nationalité, justement, la dernière affaire, c'est celle de Nabil Fekir notamment. Celle-là. J'aimerais qu'on garde le cas Nabil Fekir pour un peu plus loin, parce que je trouve qu'il est assez représentatif de quelque chose d'autre qui en dit long sur aussi ce qu'est le délit de nationalité peut-être dans le football. Donc ça, c'est important d'en parler un peu plus tard. Là, on parlait de peut-être ce côté, cette épée qu'il y avait dans l'esprit de ces joueurs qui choisissaient la France, mais elle existe aussi pour ceux qui choisissent le pays de leur origine, parce que ces joueurs-là, on leur dira toujours. Non, mais au-delà du fait qu'ils soient plus attendus, on dira toujours que tu es là parce que la France n'a pas voulu de toi. Exactement. Parce que l'Allemagne n'a pas voulu de toi. Exactement. Et malheureusement, on a eu ces. Mais est-ce que dans le fond, est-ce que c'est faux? Dans le fond, non. Il y a des exemples. C'est ça la clé du débat. Mais souvenez-vous, par exemple, pour l'Euro 2012, Obraniak et Damien Perky, il y avait, par exemple, qui ont joué pour la Pologne. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Ils ont très cher. Notamment, des leaders, nationalistes polonais qui ont dit, oui, nous prenons les détritus de la France. Et même Diego Costa avec le Brésil et l'Espagne. Il a été, quand il est arrivé en Espagne, il a été conspué. Et après, en plus, ce qui est terrible pour lui, c'est que donc il a choisi la nationalité espagnole et il a joué la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Au Brésil, ouais. Donc il était sifflé partout, et en Espagne et au Brésil. Au Brésil, oui. Mais là, ça doit être très très dur. Non, mais identitairement, mais c'est vrai que là, Diego Costa, c'est vraiment vraiment l'opportuniste par excellence. Totalement. Parce qu'il a porté le maillot de l'équipe du Brésil. C'est ça. Dieu sait à quel point ce maillot est très important pour les Brésiliens. Franchement, et donc c'est une tunique qu'on ne solde pas comme ça pour dire que tiens, j'ai envie de gagner un trophée. Qu'est-ce que ça veut dire ? De faire une parenthèse brésilienne, c'est deux cas très importants. La France et le Brésil, pourquoi ? Parce que la région Île-de-France, c'est l'une des régions qui produit le plus de footballeurs professionnels. Juste derrière, la région Sao Paulo, Rio de Janeiro. Le nombre de Brésiliens qui jouent pour des sélections étrangères, il y en a à foison. Des Ukrainiens, des Russes, des Qataris, des Tunisiens, des Togolais. En fait, les Italiens. Les Italiens, effectivement. Donc ça veut dire que vous avez affaire à des groupes qui souffrent en fait de cacao, qui souffrent de la concurrence. En fait, la concurrence est tellement forte que seulement les meilleurs prennent les couleurs de la sélection de formation et les autres prennent les couleurs de leurs origines. Justement, et la FIFA avait essayé de faire en sorte, et c'est ce qu'avait dit Seb Blatter, qu'il voulait éviter cette farce où la moitié des équipes de la Coupe du Monde soient représentées par des joueurs brésiliens. Puisque voilà, donc ça venait d'un peu partout, et donc il y avait ce rapport donc de lien évident entre le joueur et le pays d'origine ou dans lequel il acquiert la nationalité. Les parents, la conjointe aussi. Il semble que Valérien Ismaël aussi a failli jouer pour le Togo, c'est bien ça? Ou non, c'était pour le Togo, pour l'Allemagne aussi. C'était pour l'Allemagne, mais après voilà, pour Valérien Ismaël, non, pas pour le Togo, il y a eu pas mal d'autres joueurs qui ont été, les Jacques-Alexis Romao, les Thomas de Séville, Et puis dans ce contexte-là, il y a aussi les joueurs qui veulent jouer pour l'équipe de France coûte que coûte, ou pour l'équipe des Pays-Bas coûte que coûte. Moi, j'aimerais qu'on fasse un focus de 30 secondes sur un garçon comme Mamadou Sakho ou comme Ben Yedder, qui n'ont jamais succombé aux sirènes de leur pays d'origine, et Dieu sait qu'elles ont été énormes, notamment pour un garçon comme Ben Yedder. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ces garçons qui se battent jusqu'au bout pour jouer pour la tunique bleue, parce que c'est un rêve pour ces joueurs qui ont été formés dans les classes françaises, et que c'est le maillot de l'équipe de France. Mais c'est préférable justement d'avoir des personnes comme ça qui sont claires d'entrée. Exactement. D'entrée, oui, moi je jouerai pour l'équipe de France, que j'y arrive ou pas, je finirai par jouer pour l'équipe de France si jamais on m'appelle. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en 2019 ? Kondogbia et Ntep, qui ont porté les couleurs de l'équipe de France et qui jouent aujourd'hui respectivement pour la Centrafrique et le Cameroun. Puis on voit même avec Benzema. Aujourd'hui, toute l'ambiguïté de Benzema. En 2007, qui ne participe pas positivement au débat. Ah voilà, c'est ça. Pas du tout même. En 2007, quand il déclare, avant même qu'il soit sélectionné avec l'équipe de France, et qu'il dit moi, c'est mon pays de cœur, mais bon, pour le sportif, je choisis l'équipe de France. Donc déjà, en plus, dans des périodes où la France a justement quelques problèmes identitaires, on a créé un ministère en plus à cette époque-là, et lui il arrive, il plonge dedans. Exactement. Joue de ses 20 ans malheureusement, mais voilà, quand même. Bien sûr, voilà. Et puis c'est devenu un sujet de politique. Et ensuite, en plus de ça, ce qui ne l'arrangeait pas, c'est qu'il ne chantait pas la Marseillaise. C'est ça. Et donc on le scrutait par rapport à ça. C'est du pain béni pour les personnes qui ne veulent pas de lui. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, maintenant qu'il peut plus être sélectionné avec l'équipe de France, il essaie de faire le forcing pour essayer de jouer avec l'équipe d'Algérie. Alors les Algériens français sont contents de ça, mais allez demander aux Algériens s'ils sont contents en fait qu'il soit le deuxième ou le troisième choix de Karim Benzema. Vous avez donné l'exemple de Karim Benzema, mais il y a un exemple que beaucoup de personnes, je pense, ignorent, c'est celui d'Hakim Ziyech. Ziyech,
qui à la base est international néerlandais. Je me rappelle quand Guus Hiddink est le sélectionneur des Pays-Bas, Guus Hiddink l'appelle. Hakim Ziyech répond favorablement. Et il y a eu un débat, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu bien un sûr, débat oui, par oui. rapport à ça. Hakim Ziyech, quand il part jouer pour le Maroc, il le dit haut et fort. Oui, moi j'ai toujours voulu jouer pour le Maroc, mais c'était un leurre. Hakim Ziyech, à la base, n'était pas prévu pour jouer pour le Maroc. Et ça, il y a pas longtemps, j'ai vu une émission par rapport aux Pays-Bas, justement, qui évoquait ce problème de binationalité. Et justement, vous avez certaines personnes comme Van Basten, qui est vraiment très 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 radical à ce niveau-là. Pour lui, Dans quel sens? soit on choisit les Pays-Bas d'entrée, Oui. soit on choisit le Maroc Oui. d'entrée. Et Bon, mais après, justement, Van Basten n'est pas forcément le meilleur cas, en termes d'exemplarité. Bien vu, sûr. Non, mais c'est pas la les question. Mais en petites tout cas, phrases les frasques qu'il a eues qui sont Oui, bien assez sûr. graves là, quand c'est pas même. une question de phrase, c'est aussi la question des quotas que Laurent Blanc a posé. alors ça, Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais parler de manière c'est- très pragmatique, hein, peut-être, voilà. Mais à un moment donné, vous avez une fédération qui dépense de l'argent pour former des joueurs. Et ces joueurs-là vont jouer pour d'autres sélections nationales. Et il n'y a pas d'indemnité en question, en jeu, dans cette situation-là. Enfin, à moins que je me trompe, mais à mon avis, quand un joueur décide de jouer pour une équipe africaine alors qu'il a été formé par la France, il n'y a pas d'indemnité officielle dans la législation. ça aurait été scandaleux même qu'il y ait une indemnité à ce niveau-là. Franchement. Non, mais vous comprenez aussi le point de Ils vue veulent une médaille de aussi Van Basten. Vous comprenez? Non, mais le centre de formation, c'est quand même, on essaye de faire l'équipe de France de demain. Reda, excuse-moi de t'appeler directement, de te voir direct, de dire ton nom directement. Mais l'histoire, on la réécrit pas. J'ai envie de te dire, parce que le truc, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, il y a une effervescence de joueurs, pour l'exemple de la France, une effervescence de joueurs d'origine d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, qui justement ont excusez-moi le terme, le cul entre deux chaises, c'est l'histoire qui l'a voulu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ce niveau-là, on peut pas condamner un joueur du fait que il a été formé en France, qu'il choisisse de jouer pour le pays d'origine de ses parents. On peut pas le condamner. Le joueur, il a rien demandé. C'est l'histoire qui a voulu ça. Alors, il y a Et quelque chose le cadre légal qui lui simplement. permet. qui lui autorise. Tout simplement. Donc, Et parler de quotas à ce niveau-là, pour moi, c'est un crime. Alors, il y a quelque chose C'est qu'on aurait criminel. peut-être Il aurait dire. dû démissionner aussi à l'époque. C'est même au-delà de ça. Moi, je trouve que le problème des quotas, c'est une méconnaissance totale de sa propre formation, de la simplement. formation française. Le Tout problème, simplement. c'est pas le Exact. fait qu'il y ait, parce qu'à l'époque, des grands blacks. C'est pas ça le problème. C'est comment tu les formes, entre guillemets, bien ces sûr. grands blacks. Bien sûr. Enfin, si la formation française était comme la formation espagnole, et ben à ce moment-là, ces joueurs, ces grands blacks comme ils les appelaient, ils seraient peut-être un peu plus techniques que simplement. physiques. Voilà. Le problème n'étant pas le nombre de blacks ou le nombre de mecs costauds que tu as dans ton équipe, c'est de savoir comment tu les formes, ces mecs-là. Exactement. On a pris le problème à l'envers. C'est ça. Exactement, et ça c'est encore l'incompétence et Des gens de la DTN, bah oui, voilà, bien sûr. de la DTN, Et Eric Humbert, etc. et peut-être aussi, on va dire de façon induite, le racisme, Bien sûr. qui sévit Bien sûr. encore et encore dans ces dans les cadres dirigeants. Mais après, comme il y a des performances finales d'Euro, champion du monde, on va dire qu'il n'y a pas de problème jusqu'au moment où on va peut-être faire premier tour et encore on va faire ressortir le problème Bien sûr. de la médiocrité la formation française. de l'encadrement, dans Bien des sûr. encadrants, Des encadrants, justement, peut-être, oui, donc bien sûr. dans leur mentalité et dans leur absence d'intellect en fait par ça. rapport à la théorisation du sport. Alors là, on peut justement incriminer ce côté, j'allais dire de la Méditerranée, pardonnez-moi ma facilité argumentaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi condamner l'absence de courage total des fédérations africaines, Bien sûr. Bien sûr. qui ne font pas le choix de la Absolument. formation locale. Mais bien Alors, sûr. on va donner plusieurs exemples. Déjà, on en a parlé dans les podcasts précédents. C'est celui de l'équipe de l'Égypte entre 2004 et 2011, enfin surtout 2006, 2008, 2010. Il y a que des joueurs qui jouent dans l'équipe de championnat local. Section, ouais. Alors bien sûr, il faut avoir un championnat qui a suffisamment d'argent pour pouvoir payer le salaire d'Aboutrika. Effectivement, c'est pas Bien tout le sûr. monde qui peut se permettre en Afrique, mais ça existe. Moi, j'aimerais faire aussi la comparaison avec la Côte d'Ivoire de la génération Yaya Touré. Il y a Ouais. une formation à la SEC Mimosa, Bien sûr, bien l'académie Jean-Marc Guillou, C'est ça qui a formé Romaric, Yaya Touré, Kolo Touré, Emmanuel qui Eboué. connaît, c'est Et aujourd'hui, on se exactement. retrouve avec Wilfried Zaha et Maxwell Cornet. Ça veut dire à quel moment, avec tout le respect Ouais. que j'ai pour ces individus, mais à quel moment on a décidé que un garçon comme Maxwell Cornet avait plus sa place en équipe nationale ivoirienne qu'un joueur ivoirien. Mais après, Maxwell Cornet est né en Côte d'Ivoire. Bon après, Ah, mais c'est voilà. c'était dans le sens Ah, il est né en Côte le d'Ivoire, joueur Maxwell formé. Cornet Il est né en Côte Oui, d'Ivoire. il est né en Côte d'Ivoire. Il est arrivé. Pardon, là je viens de jeune, en fait. l'apprendre. D'accord, Voilà. ok. Mais par Par exemple, rapport Wilfried Zaha aussi, qui est par rapport à anglais, Wilfried Wilfried Zaha. Zaha qui qui
qui n'a pas forcément donc de grands liens justement avec la Côte d'Ivoire, voilà, donc il est là. Mais dans le fond, footballistiquement, Voilà, il a absolument rien. Il a rien C'est à ça, voir. c'est ça qui est, c'est ça C'est le en plus anglais. important parce que Ouais, voilà, pour ça et pour Maxwell Cornet, Cornet oui, qui est né en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Excusez-moi, mais footballistiquement, il En n'a fait, rien d'ivoirien. il faut avoir quelque chose, Rien. il faut avoir une précision. Maxwell Carnet, il peut très bien se sentir ivoirien, on va pas critiquer ça. Bien sûr, D'ailleurs, bien quelque sûr. chose, C'est quelque son chose droit. qu'on n'a pas dit dans ce podcast-là, mais s'il y a bien une situation qui est extrêmement difficile autour de la table, on a tous des origines, c'est quand même, quand on te demande de choisir entre ton père et ta mère, c'est extrêmement Bien difficile. sûr, bien Donc sûr. vous doutez bien que quand on a 12, 13, 14 ans et qu'on te demande de choisir une sélection nationale pour toujours, Tu connais c'est quelque rien. chose d'impossible. Bien Donc, sûr. on n'incrimine personne. Surtout pas les joueurs qui décident de jouer pour leurs origines ou pour le pays de leur nationalité de naissance. L'idée, c'est vraiment de parler de profil. Un garçon comme Maxwell Cornet n'est pas ivoirien, footballistiquement parlant. Bien sûr. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi extraordinaire qu'avec des Ivoiriens footballeurs dans Oui, son oui. effectif. Mais bien C'est sûr. ça la question. Mais Attention, vous il savez, faut mais vous préciser. savez, Merci, mis à part la Jonathan. mis à part la Côte d'Ivoire, mais l'Égypte, l'exemple que je peux donner, c'est la Zambie aussi. La Zambie, La tout à Zambie, fait. que ce 2012, soit ouais. la Zambie avant justement le Oui. malheureux crash qu'il y a eu. Voilà, donc La avant seule 94, star, ouais. voilà, la seule star qu'il y avait, la seule star qu'il y avait en Zambie jouait en Europe, mais c'était un Zambien, Kalusha Boualia. C'était la star de cette équipe-là. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'après même ce crash qu'il y a eu, ils ont fait appel à des joueurs zambiens. C'est ça. justement, Ils et ont fait sont allés fa- en finale. en Ils sont finale allés de la CAN 94. 94. Voilà, oui, oui, oui. Et puis même à la CAN 2012, la plupart des joueurs de la Zambie jouent soit dans le championnat TP Mazembe zambien, aussi. ou jouent soit au TP Mazembe. Mais il y a cette culture africaine du football, justement, qui leur a permis En plus d'avoir de faire vraiment du football, Du justement, football à et l'africaine, c'est ça. à l'africaine, effectivement, et qui n'a rien à voir avec Dernier la exemple. bouillie que nous offrent les Camerounais, par exemple. C'est exactement là où Voilà. je voulais en venir. La différence entre le Cameroun 2017 et le Cameroun 2019, elle est frappante. Parce qu'en 2017, vous avez peut-être 8 joueurs qui refusent de jouer pour le Cameroun. Mhm. Beaucoup d'entre eux sont des joueurs européens de nationalité. Et il y a des footballeurs comme Bassogog qui sont typiquement africains avec toutes les qualités et les défauts que ça implique. Et ils ont gagné cette Gagné Copa, la cette Coupe du Monde, tout à fait. CAN 2017. Et après, quand on rappelle, tout ça. non, mais c'est ça. Mais après, quand on rappelle En en 2019, 2019, donc la plupart des C'est ça. joueurs jeunes, Bien les sûr. Sambo, les bêtises là, donc qu'on appelle, là, je sais comment il s'appelle, même Onana qui a refusé la sélection pour des André Onana, attendez. Non, mais parce que moi, Onana, mais parce qu'il a refusé la sélection. Et moi, je lui en veux aussi en pour 2017, beaucoup pour ça. en 2017, il a refusé parce que honnêtement, C'est parce la que place. c'était une situation qui était assez Ça, c'est- compliquée dans le sens où à la base Ça, c'est la place de l'Afrique dans la FIFA. et puis même à la base C'est calendrier. au mercato 2016-2017, l'Ajax fait venir Tim Krul. Et Tim Krul, justement, est censé être le gardien numéro 1. Mais Tim Krul se blesse vite et Onana prend sa place. Et Onana n'a pas envie de perdre sa place, justement, par rapport à ça. C'est pour ça Ah, bon. qu'il refuse. Après, non, ouais, c'est vrai que c'est un autre débat par C'est un rapport autre au débat. placement des calendriers, voilà, Voilà. donc des compétitions à ce moment-là. Mais bon, mais pour revenir, donc ce changement qu'il y a entre, Moutinho qui est pas là en 2017 par exemple. il est pas là, et l'équipe du Cameroun tourne bien mieux, Oui, et bien voilà sûr. quoi. Il y a pas Bien de- sûr. il s'est passé autre chose, et c'est Bien vrai sûr. qu'ils ont construit quelque chose, et au lieu de continuer à construire avec cette base de joueurs nationaux qui ont été là, ils ont préféré détruire et remettre quelque chose qui correspond plus à des standards qui correspondent à l'Europe, l'Allemagne Exactement. ou les Pays-Bas, donc pour certains de ces Alors, joueurs-là. on Moi, je vais dire le problème aujourd'hui. Je suis désolé de te couper. Non, mais je t'en prie, Jonathan. Reda, le problème aujourd'hui, c'est que ça va être un peu facile comme raccourci. Je trouve que la formation en général et le football vers là où il tend, il ressemble un peu à notre génération. On veut tout Tout de suite. rapidement, sans travail, sans essayer de Exactement. préparer la chose. Et c'est à l'image de ce que font par exemple, surtout les sélections africaines, mais aussi en général. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, demain, les Algériens sont très contents. Ils ont remporté la dernière CAN, c'était extraordinaire. En France, on a vu des scènes de liesse, même en Algérie, etc. Mais avant cette CAN, les Algériens rejetaient complètement cette équipe parce que, Bien sûr. identitairement, ils ne se retrouvaient pas dans cette équipe. Bien sûr. Ils voyaient des mecs qui ne connaissaient même pas l'hymne national, qui n'avaient absolument aucun lien direct avec l'Algérie. Quand on voit Andy Delors qui arrive pour la CAN, mais Andy Delors, Non, mais ça, c'est. Andy Delors, Andy Delors qui avait fait une Heureusement interview dans qu'il 11 remporte. mondial disant que oui, vous pouvez jouer pour le Maroc. Mais on va où? Non, mais c'est vrai. Moi, à un moment donné, qu'il avait blagué avec Hervé Renard, Non, mais- qu'on va te trouver une grand-mère et tout, etc., pour que tu puisses jouer. Et Mais voilà, et c'est- peut-être que ce qu'on a fait avec en Algérie, c'est un scandale de faire un Delors, truc pareil. c'est pas le problème de l'or. Delors, il veut jouer une coupe d'Afrique, il trouve le moyen de le faire. Il a le droit. en soi. Mais prends l'appeler. Mais Alors bien qu'à sûr. ce moment-là, il y a des garçons comme Darfalou ou Zakaria Nadji qui a fini meilleur buteur du championnat local, on l'a pas pris. exact, tu vois. oui, ouais, c'est ça.
Alors justement, ce qui est intéressant aussi avec la CAN 2019 de l'Algérie, c'est que dans cette équipe d'Algérie, justement vers la fin, alors il y a le Andy Dollar, etc., mais on a quand même des garçons comme Jamel Ben Lamri en défense centrale, Youssef Attal et Rami Ben Sebaini qui ont été formés par le Paradou, C'est encore ça. une fois c'est l'école Jean-Marc Guillou. Youssef Belaïli. Youssef Belaïli aussi, Youssef Belaïli qui est un Africain qui a joué... Du Mouloudia Club Oran, c'est ça? Non, qui a... Mais, dans ses années algériennes, mais sinon à ce moment-là c'est un garçon de l'US City. Oui, c'est ça, de la City. Et Bagdad Bounedja aussi, donc ça veut dire c'est si ça, Benzema tout à fait. devait venir en équipe d'Algérie, ça serait pour prendre la place de Bagdad Bounedja. C'est ça. Allez expliquer ça aux Algériens là-bas. Mais voilà, il y a cette transition peut-être avec l'Algérie, avec aussi un sélectionneur national qui avait choisi l'Algérie avant tout le monde, c'est-à-dire C'est ça. Belmadi, qui est Belmadi, aussi une nationalité française. Alors, je voulais on va terminer le podcast très rapidement, mais le cas Fekir. Le cas Fekir, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire récente du football où un joueur qui a niveau pour jouer dans une équipe européenne dit qu'il veut jouer pour l'Algérie. Son père était venu dans les chaînes de télévision algériennes en disant qu'il voulait jouer pour l'Algérie, etc. Fekir, je sais pas, j'ai pas d'exemple d'interview où il disait qu'il voulait jouer pour l'Algérie, mais c'était... Je crois qu'il Moi, je l'ai vu. dit, ouais. D'accord. Il est assis, Ouais, il a un micro, il dit ouais, moi ce serait un rêve de jouer pour la sélection algérienne. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on peut pas en vouloir à l'équipe de France. L'équipe de France veut les meilleurs joueurs. Si, C'est logique, Elle c'est va logique. voir Fekir qui est français, donc Oui, c'est bien normal qu'on lui dise est-ce que. Mais la question que je me pose, c'est comment vous expliquez dans ce débat binational dans le football qu'il y a des clubs, Lyon en l'occurrence, qui vont toquer à la porte de ce joueur-là Oui, oui. pour les Incroyable. convaincre Mais- de choisir la nationalité Mais française, ça, c'est- sachant que plus tard, le jour où Fekir fera n'importe quoi, on va lui reprocher d'être venu en équipe de France pour des raisons sportives. Mais C'est c'est incroyable. le même cas depuis tout à l'heure, je cherche son nom, je le retrouve plus. Ce Marocain qui a joué qui a été formé au Barça, qui a joué Mounir El Haddadi. Mounir El Haddadi, ouais. C'est Ouais. pareil, c'est exactement la même chose. Il a vu une sélection avec l'Espagne. Aujourd'hui, il est bloqué. Il aimerait, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il aimerait jouer avec la sélection nationale du Maroc et il est bloqué. Et le problème, Bien fait. C'est bien fait. Voilà. Je suis désolé. Et le problème, Bien c'est sûr. qu'aujourd'hui, t'as plein d'exemples comme ça. Et celui de Fekir, alors Fekir, il y a une meilleure conclusion pour lui parce qu'il est champion du monde avec l'équipe de France. Mais Il a pas l'air heureux. Oui. Ah, ça le réjouit pas. Non, bien Parce que sûr. sportivement, il Mais a là, pas c'est- brillé il à s'y titre retrouve personnel. pas, il Non, s'y retrouve et pas. le problème, c'est qu'aujourd'hui, clairement, un club comme Lyon est arrivé. Il a dit, tu seras beaucoup plus vendable et tu auras une plus belle carrière si tu étais français, entre International guillemets, français. international français plutôt que international algérien. Mais Et là le aussi, problème, c'est qu'aujourd'hui, la sélection nationale, il faut bien comprendre que pour les C'est supporters, une parce que- vitrine aussi, mais- c'est ça. Ouais. mais c'est devenu une vitrine. C'est C'est ça. ça le problème. C'est que avant c'était les clubs. Tu dissociais, ce que je disais au début du podcast. Tu dissociais les clubs de l'équipe nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'équipe nationale est aussi importante que le club, et c'est pas normal. Bah, on Ce a n'est pu pas le voir sur normal. les. Je suis désolé pour les pros Messi, mais on a pu le voir pour le Ballon d'Or. Je suis désolé. Moi, je parle. Voilà. Bien Parce que sûr. Pour moi, Sadio Mané, absolument. Sadio Mané méritait le Ballon d'Or. Bien Et sûr. moi, je vous dis, si Sadio Mané est un joueur soit européen, soit Mais bien sud-américain, je ne veux pas faire cette discours de victime, mais je suis désolé. Il aurait eu Mais sans plus de foi. considération à ce Non, niveau-là, plus de notamment en termes de considération. classement. Non, de considération qui doivent commencer par les journalistes africains. On va Bah, pas bien sûr, refaire oui, le mais débat. bien sûr. Ah, mais effectivement, oui, bien voilà. sûr. c'est la Et question bien sûr, du c'est débat, un tout, c'est que- c'est un tout Bien en sûr. fait. C'est- Attention, il faut pas que ce débat Effectivement, voilà. tourne dans le cas les méchants européens. Non, bien sûr. J'espère qu'on l'a suffisamment dit dans ce C'est un podcast. tout. Il y a aussi On la répète, responsabilité c'est des fédérations la première- africaines. La et- première responsabilité, c'est celle des fédérations Oui, africaines, oui, parce bah que oui. c'est elles qui ont mis la pression pour justement qu'il y ait la modification de ces décrets sur les binationaux. Effectivement. sûr. Et qui ont C'est eux. fossoyé Ils sont notre complexés. Ils sont football décomplexés, continental. tout simplement. Oui. Faut dire la vérité, ils sont Exactement. complexés. Ils sont complexés. Comme j'ai dit, moi, excusez-moi, je vais encore rebondir sur la RDC. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est le fait que, toujours pour donner l'exemple du club qui a plus de puissance par rapport à la section nationale, c'est le cas d'Aziz Makoukoula qui a envie de convaincre Steven Zonzi pour venir jouer avec la section de la RDC. La RDC il reste 2 matchs à la RDC, dont un match à Kinshasa contre la Tunisie. S'ils le gagnent ce match, ils sont en Coupe du Monde 2018. Et il y a Monchi qui dit ouvertement à Aziz Makoukoula, arrête de faire chier le monde. Nous, on veut pas que Zonzi joue pour la RDC parce que sinon on n'arrivera pas à le vendre. Et ça, malheureusement, c'est un argument qui passe. Mhm. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors justement, cette Coupe du Monde 2018, on se retrouve avec 39 Africains qui sont nés en Europe, dont plus d'une vingtaine qui sont nés en France, ouais. et qui ont joué pour l'équipe africaine, des équipes africaines, pardon, qui ont été ridicules sur ce tournoi-là, pour beaucoup d'entre elles, et puis aussi la victoire française avec énormément de binationaux comme un symbole. On termine ce podcast rapidement là. Est-ce que vous pensez que la clé elle se fait d'un point de vue législatif et dans ce cas-là il faut des courageux Africains, ou est-ce que ces Africains, ils sont encore une fois pris au piège par le besoin de gagner rapidement? Moi, je pense très clairement qu'il faut revenir à ce qui se faisait peut-être avant 2003 Mais bien pour sûr, justement Bien sûr. limiter toute ambiguïté. Bien sûr. Voilà, moi je n'en veux plus.
par exemple des joueurs comme Kevin Prince Boateng, ces opportunistes de nationalité. Simon Fallette avec la Guinée. Voilà, Jérémy Morel pour le Madagascar. Tous ces mecs qui sont Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, et aussi bien fait pour lui qu'on appelle le Djaneli Mboula qui justement a essayé par opportunité de faire sa sélection, mais bon, voilà. On en a assez. Il faut qu'on revienne à des choses qui soient plus terre à terre et que on puisse limiter justement donc ce qui s'est passé entre 2003 et 2009. Ouais, et puis pour finir, effectivement, c'est que tu disais, Reda, la France qui est championne du monde, elle a aussi eu pas mal de critiques à l'international. Après ce titre, parce que elle était peut-être trop colorée, c'était la victoire, limite la victoire de l'Afrique pour beaucoup de pays à l'international. On voyait en Afrique célébrer limite. Non, mais aux États-Unis, par exemple, justement, on disait, et ça a fait grand bruit en France, que c'était en fait la victoire de l'Afrique, ce qui est très mal passé. Même en Afrique, certains pays célébraient les victoires de la France comme si c'était la leur. Bien sûr. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est à cause de ces débats de binationaux, ou toute cette espèce d'ambiguïté qu'il y a autour de ce thème, qui est extrêmement large, dans lequel on a parlé pendant 40 minutes, mais on aurait pu en parler encore pendant 1h30 parce que c'est tellement large. Et que aujourd'hui, le problème, ce sont les joueurs qui, en plus, ce que j'ai pu répéter tout au long de ce podcast, c'est que eux, identitairement, sont aussi complètement perdus. Ils sont étrangers un peu partout. C'est ça. Non, je pense que tout a été dit. Je pense que tout a été dit, que malheureusement les joueurs sont prisonniers. Par cette double culture. Ils sont, comme j'ai dit, le cul entre deux chaises, excusez-moi, entre la culture, entre les racines justement et le côté sportif. Malheureusement, c'est un problème qu'il faut éradiquer, mais il sera difficile à éradiquer. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.